Coucou tout le monde. Alors assez bizarrement aujourd'hui je me sens appelée à faire une vidéo à propos de l'aide. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. C'est quand même plus ou moins dans la sphère, comme je vous l'avais partagé avec ce que j'ai traversé avec mon fils. Je sais pas. Pourtant je sais que je vais dire des choses que j'ai déjà dites. Soit c'est que ça a besoin d'être répété, soit c'est que je vais les dire sous un autre angle, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sens qu'il faut que j'en parle de cette relation d'aide, autant du point de vue de la personne qui aide que de la personne qui demande de l'aide. Situation que j'ai expérimentée un peu par tous les bouts dans ma vie, y compris le côté très égotique de l'aide, c'est-à-dire je crois que c'était un petit peu avant que je reprenne mes études de psycho, et puis pendant mes études, j'ai vraiment traversé une période où j'ai été relou au possible. J'étais vraiment celle qui était intrusive, je donnais des conseils quand on me le demandait pas, j'étais très insistante sur les trucs, parce qu'en plus du coup je faisais ma licence de psycho, donc ça venait appuyer tout ce que je savais intuitivement. Donc là j'étais dans une période très égotique de ma vie au niveau de la demande d'aide. Et puis bon bah forcément j'ai eu les revers de bâton qui allaient avec ça, c'est-à-dire les gens qui me disaient mais de quoi tu te mêles finalement, voilà, donc ça blessait encore plus mon ego, etc. Les gens qui t'écoutent pas aussi, voilà. Tout en sachant que moi je fais partie de ces gens qui, la relation d'aide, c'est dans ma vie depuis que je suis enfant. Donc voilà, là à cette époque-là, j'étais la sauveuse. Et puis à m'énerver aussi, hein, à m'énerver. Quand les gens m'écoutaient pas, ça m'énervait quoi. Vraiment, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi s'écoute pas? Et puis comme moi dans ma vie, j'étais dans une période de ma vie où j'étais très développement personnel, donc j'avançais tout le temps et j'étais super contente d'avancer, et du coup j'avais envie que tout le monde avance avec moi parce que c'était trop cool ce que je découvrais, et je comprenais pas du coup quand les gens ils bloquaient, ça m'énervait. Et puis la vie m'a fait vivre des expériences qui m'ont fait bloquer moi aussi sur des choses, et ça m'a fait relativiser le fait que parfois il nous fallait du temps pour entendre certains messages, notamment dans une relation amoureuse. En tout cas à l'époque c'était le cas. Bon, on me disait, moi je sentais ce qu'il fallait que je fasse, mais j'étais incapable de le faire et de le mettre en place. Et ça a duré longtemps, ça a duré 6 ans, ça a été excessivement long et pénible, mais il fallait que je passe par là, par ce truc où je comprenne, je passe par cet état de compréhension de... Parfois on va te dire ce que tu dois faire, tu le sais au fond de toi, mais tu ne peux pas le faire. Et voilà, et tu dois attendre un laps de temps qui est très variable en fonction des individus, et qui va faire que tu vas taper ta tête contre un mur, comme ça, jusqu'à ce que tu te dises « Ah, mais ça fait vachement mal, en fait, j'en ai marre de cogner !» Donc voilà, ça fait partie aussi de la relation d'aide. Et puis, après... Bon, la vie m'a amenée effectivement sur ce chemin de plus spirituel, on va dire, et m'installer en tant que médium, et bref. Et encore une fois, c'était un truc que je voulais pas, parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec l'aide. Et en fait, la vie est bien faite parce que ça m'a réconciliée avec l'aide. Ça m'a réconciliée parce qu'effectivement, du coup, c'est plus du tout la même démarche, parce que là, les gens, en général, ils viennent me trouver pour avoir mon intuition, mes ressentis, etc. Mes intuitions qui étaient juste auparavant, hein, aussi, hein, d'ailleurs. Mais on s'en fout, parce que quand on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'écouter. Et du coup, voilà, donc ça m'a réconciliée avec la notion d'aide, parce que, effectivement, quand on vient vous trouver, c'est plus totalement la même chose que quand on donne son point de vue à l'arraché, comme ça, et à la volée, alors qu'on nous a rien demandé, finalement. Mais cela dit, je peux me retrouver exactement dans les mêmes cas de figure, c'est-à-dire des cas de figure où... cas de figure que je traverse moi aussi personnellement, c'est-à-dire des cas de figure où on va te dire quelque chose, mais tu vois pas, ça résonne pas, ça prend pas sens. Je l'ai vécu de nombreuses fois avec Eric. Eric, si tu passes par là, toi-même tu sais. Bon, Eric me dit quelque chose et je me dis, bon, bah non, ça me parle pas, ça résonne pas, ça veut pas rentrer, ça, voilà. Et puis au final, 3-4 jours après, je me dis « Ah, mais c'est ça qu'il a voulu me dire, Eric !» Bon, les laps de temps se sont réduits, on est tous très contents de ça.
Et en parallèle de ce démarrage où je vis plus mes anges, je traverse moi-même une période très très dure. Hein. Les débuts de Plume et Ange, vous le savez, parce que je vous dis tout. J'arrive dans cette maison là qui représente un vrai défi pour moi, où ça se passe vraiment pas bien, où je me retrouve en fait la vie. C'est aussi ça le message de la vidéo, c'est qu'encore une fois, on traverse jamais les périodes par hasard. On ne vit jamais rien par hasard. Quand je vis cette période-là où la vie me fait un miroir, mais immonde, hein, vraiment, je suis dans une relation où je suis pas respectée, où il n'y a pas vraiment d'amour non plus. Je suis au bout de ma vie, j'arrive dans une maison, je fais le choix en plus, hein, donc je peux pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Je fais le choix d'aller vivre dans une maison où ça va être dur, où je me retrouve à plus pouvoir payer mes factures, payer mon chauffage, enfin bref, c'est une catastrophe. Et forcément, quand on vit des situations comme ça, la première réaction un peu humaine, alors bien évidemment, vous trouverez toujours des exceptions, mais pour la majorité des êtres humains, c'est de se dire « Oh mais Seigneur, pourquoi je vis ça et pourquoi je me retrouve dans cette galère et j'ai encore des épreuves et je suis fatiguée et j'en ai marre et j'ai pas envie de vivre ça et je trouve ça naze. » Et on passe par l'étape de victime. On se sent victime de la vie. On se dit c'est pas possible, j'ai un karma de merde. Voilà, on est vraiment dans cette étape. Et pour moi, c'est une étape. C'est-à-dire que vraiment, ça doit se vivre pleinement. Parce qu'elle participe à ce mur, encore une fois, sur lequel on va se confronter. Et peut-être que je ressens le besoin de vous le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent bloqués en ce moment. Et du coup, voilà. Et dans cette espèce d'étape-là où je suis en mode victime, j'ai des gens qui me font un miroir aussi de ma situation, de ce que je peux dire, parce que dans ces cas-là, forcément, t'appelles tous tes potes et tu leur dis ce que tu traverses, et eux, ils te donnent leur avis, ils te donnent leur ressenti, et ils te disent plus ou moins ce que tu dois faire. Alors ils te disent, faut que tu te sépares. Mais toi tu l'entends une fois, 2 fois, 3 fois, on te fait même des miroirs encore plus forts, on te dit mon amie, c'est ce qu'elle m'avait dit, mais c'est violent ce que tu vis, c'est de la violence. Et moi je m'énerve et je dis non, et on est super, voilà, parce qu'en fait on n'est pas prêt à entendre tout simplement. Et voilà, et je traverse ça. Et ces gens me font des miroirs, me font comprendre avec chacun un écho différent que ouais, mais là t'es pas victime de la situation, il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie, il faut que tu vois, si t'as expérimenté ça, c'est pour une raison. Et là après s'enclenche la deuxième étape, c'est la deuxième étape où il y a de l'honnêteté envers soi-même et on prend conscience de pourquoi on a vécu ça. Et c'est violent, c'est l'étape, je crois, la plus violente du processus, parce que tu prends ta part de responsabilité et tu dis, ouais, finalement, si je vis ça, c'est parce que en fait, j'ai fait des choix, pas en amour de moi du tout, mais alors, d'ailleurs, en amour de personne dans l'histoire. Et je vis ce truc-là. C'est pour moi l'étape la plus dure. Il y a beaucoup de gens qui ne la vivent pas, cette étape en fait, qui s'arrêtent à la victimisation, parce que précisément c'est l'étape d'après. Après la victime, on doit prendre ses responsabilités et se dire ok, d'accord, en fait j'ai fait des choix qui m'ont amené là. Et ces choix, c'était des choix pas judicieux du tout. Et mais précisément parce que je prends la responsabilité et que je prends conscience que j'ai fait des choix, je peux défaire ces choix en fait. Et c'est pour ça que cette étape elle est cruciale. Et on est encore une fois à une ère où on nous demande vraiment de prendre notre responsabilité sur les choses et d'être très honnête envers nous-mêmes. Il ne peut pas y avoir d'amélioration de notre situation si on ne passe pas par cette étape d'hyper-honnêteté où c'est excessivement difficile. Et c'est vraiment violent. Cette étape est vraiment très dure. Parce que ça nous demande vraiment une grande honnêteté envers soi. Et de se dire, mais tout ce que je vis, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de choix, de décisions qui ont été prises, que j'ai validées d'une façon ou d'une autre, même si je les ai pas prises moi-même. Et
Et finalement, je me suis laissée couler dans le processus. Je me suis laissée couler. Et moi, j'en étais arrivée à un stade d'autant plus violent qu'effectivement, il n'y avait plus du tout d'estime pour moi. C'est-à-dire, je vivais dans un état de précarité et de misère même affective qui était devenu... je crois que le sentiment que j'ai le plus ressenti à cette époque, c'est la honte. Mais je l'avais déjà traversé quand j'étais petite avec ma mère, ça, la honte. Parce que ma mère me faisait souvent honte quand j'étais petite à avoir des comportements totalement pas du tout en règle avec la société. Et à chaque fois, je me disais, ah, mais elle me fait honte, c'est horrible. Mais je crois que j'avais jamais vraiment ressenti de la honte comme ça, personnellement. C'est-à-dire, en plus... Et encore une fois, on vit jamais rien par hasard, même au moment, parce que je crois que cette période, je l'aurais vécue sans avoir mon fils. J'aurais pas eu la même réaction. Mais là, j'étais maman. Et ce miroir de maman, qui vivait ce truc-là, et qui imposait ça, du coup, à son enfant, était d'une violence sans nom. Et la honte était d'autant plus forte. Et le sentiment de honte, quand il est si fortement vécu, il y a beaucoup de gens qui le fuient. Dans l'alcool, dans la drogue, parce que c'est puissant, quoi. C'est puissant. Moi-même, je cherchais à le fuir, ce sentiment, parce que c'était trop violent et que j'arrêtais pas. Il y avait une phrase que je me disais tout le temps à cette époque, c'est comment t'as fait, Morgane, pour descendre aussi bas dans ta vie. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je cherchais, je réfléchissais. Alors forcément, il y a aussi toute la période où on se flagelle. Je suis une merde, je suis une maman de merde, je suis une personne de merde. Comment j'ai pu en arriver là ? Ça aussi, c'est une étape. Faut qu'elle se vive. Elle doit s'expérimenter. Mais on peut pas non plus rester là-dedans. Parce que ça fait pas changer la situation de se dire ça. Et que... Alors ça, je remercie encore une fois les gens qui m'ont fait les miroirs à ce moment-là, parce que c'est ça aussi qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire de me dire... Oui, t'as pris les mauvaises décisions à un moment donné, et oui, ok. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Oui, t'as pris des mauvaises décisions, mais t'as mis ton fils en difficulté. Et ça, c'est difficilement regardable et pardonnable quand on est parent. C'est difficile. D'autant plus quand soi-même, on a eu des parents qui ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'on se met vraiment dans un schéma de répétition qui est très désagréable et très inconfortable. Et à cette époque, forcément, je demandais beaucoup d'aide, y compris à mes guides. Ça marche aussi avec l'aide aux guides. Et je leur posais toujours la même question. Je tournais en boucle. Et ça rejoint des comportements que vous pouvez des fois avoir, vous, quand vous me consultez, par exemple, quand vous me posez des questions. Par exemple, je dis question, je remarque ça, il y a des gens, ils sont bloqués sur la même question perpétuellement. Ou alors, ils sont bloqués dans leur vie et ils me disent « Mais est-ce que ça va changer ?» Et en fait, la question, elle est stérile. Au même titre que moi, quand je posais cette question dans la maison où j'étais pas bien et tout, je me disais toujours, mais est-ce que je vais partir un jour ? Bien évidemment que la réponse c'est oui, c'est une évidence. La question c'est qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour partir, en fait. Parce qu'il faut faire ça. Donc oui, la réponse en clairvoyance, elle sera oui. Mais ça suffit pas en soi. Et à cette époque, je crois sincèrement avec le recul, que je posais cette question parce que ce qu'il y avait derrière, c'était que j'attendais qu'on me sauve. J'attendais qu'il y ait quelque chose de l'ordre du miracle, je crois, que quelqu'un arrive et vienne et me prenne de ma situation et m'extirpe de ma situation. Et force est de constater que ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas ? Et qu'à un moment donné, bah oui, du coup oui, alors oui, d'accord, je vais partir, mais il faut que je mette des choses en place. Et c'est pas facile, parce que quand on est dans ce moment-là, on n'a plus de force, on est à genoux, on se sent nul, et la vie, elle nous dit « Ah mais si, là, tu dois redoubler d'efforts, redoubler de puissance, redoubler de, tu vois, te regarder. » J'entendais beaucoup ça à cette époque, c'était d'autant plus violent, parce qu'en fait, mes guidances, qu'est-ce qu'elles me disaient ? Elles me disaient « Mais regarde-toi, aime-toi. » Et je pouvais pas m'aimer, parce que ce que je voyais, c'était la honte de ce que je vivais. Et c'était presque antinomique, quoi. Il y avait quelque chose qui n'avait aucun sens. Comment je peux m'aimer alors que je suis en train de me juger, en fait. Je suis en train de me juger, parce que c'est ça la honte. C'est un jugement sur ce qu'on fait. Et que moi, ce que je me disais, c'est non, je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise personne. Donc en fait, je mérite de souffrir. Je mérite ma situation. Ce qui m'a extirpée de là, c'est mon enfant.
Parce que je me suis dit, alors peut-être que toi tu le mérites, mais lui, certainement pas en fait. Donc maintenant, tu vas te sortir et tu vas y aller ma cocotte. Parce que c'est pas possible. Et que tu peux pas finir comme ça. Et que Caleb peut pas vivre comme ça. Et ça a participé du coup au pardon. Parce que qui dit jugement dit qu'il faut se pardonner à un moment donné. Parce que vous rencontrerez aussi dans ces périodes-là tous les gens qui vous jugent. Mais eux, on va même pas en prendre compte. Parce que de toute façon... ils ne sont que le reflet du jugement que vous avez déjà sur vous-même, en fait. Ni plus ni moins. Et de toute façon, ils sont pas là dans la relation d'aide. Mais dans tout ça, j'ai reçu plein de conseils, plein d'aides et tout. Et j'étais toujours dans ce processus où, bah oui, c'est bien, mais on te dit des choses, mais après, il faut les mettre en action. Et les mettre en action, c'est ce qui est le plus compliqué. Ce qui n'est pas compliqué, c'est de demander de l'aide et d'écouter, parce que ça, à la limite, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et après, ce qui est plus dur, c'est que des fois, on va te répéter les choses une fois, 2 fois, 3 fois. On va te dire, bah, faut pas que tu culpabilises, bah, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Mais t'as beau l'entendre, entre le fait d'entendre et le fait de mettre en action, c'est clairement 2 choses complètement différentes. Et puis, vous avez aussi les gens dont j'ai fait partie à des moments. Pas de jugement dans ce que je dis, parce que je vous dis, je crois que j'ai pas fait le tour parce que j'ai que 38 ans, mais j'ai vécu pas mal de situations différentes. Et t'as les gens qui n'entendent pas, parce que c'est trop difficile, parce que l'étape justement de l'honnêteté, elle est trop difficile à percevoir, parce que c'est trop compliqué. Et que faut aussi, dans tout ça, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est d'avoir l'honnêteté de l'observation, c'est-à-dire de savoir regarder où on en est. Parfois, il faut savoir reconnaître que j'ai posé une question, je pose des questions, j'entends les réponses, mais j'ai beau les entendre, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'a pas envie de passer au-dessus. Et c'est pas facile de se dire ça, parce que là, on est responsable de son propre bonheur, je veux dire. Quand on nous donne les conseils et qu'on ne les met pas en action, qui peut faire quoi, je veux dire ? Tout a été fait. Et il n'est pas facile ce moment, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui choisit l'inconfort. Et en conscience, souvent, on se déteste d'être comme ça, parce qu'on se dit « Putain, mais je veux plus être comme ça !» Mais on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, parce que moi, je crois profondément à ce mur, à ce truc sur lequel on tape. Et des fois, il faut qu'on tape 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 500 fois. Et on ne sait pas pourquoi. À la 501e fois, il y a quelque chose qui se passe et qui fait dire « Ah, c'est bon, j'en peux plus de taper, j'en ai marre, en fait, ça me fait mal. » Et là, il se passe quelque chose. Mais les processus, on doit les vivre. Et quand on est dans la situation, c'est très difficile parce que... alors, bien évidemment que si on s'arrête au déni et qu'on n'a pas envie de voir, ben on n'a pas envie de voir. Si on arrive à cette étape d'honnêteté, et souvent cette étape d'honnêteté, elle est longue, hein, parce qu'encore une fois, c'est difficile d'accepter toutes ces choses-là. C'est difficile d'accepter de se dire que on laisse les autres prendre le dessus sur nous, que finalement on n'est pas vraiment acteur de sa vie, qu'on se laisse aller d'une certaine façon et qu'on se laisse aller en plus à des basses choses, de la procrastination, il est difficile ce miroir. Et c'est peut-être parce que je l'ai vécu ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de courage de se le dire, de se regarder, de se dire ça. Ok, je vais mal et j'arrive pas à me relever. Mais on a tendance à considérer cette phrase-là, ce que je viens de vous dire, comme une fin, alors qu'en fait, c'est le début de quelque chose. Il faut le considérer comme ça, je crois. Il faut le voir comme le début du processus, en fait. Parce que ce qui est la pire des situations, c'est justement, c'est le déni. C'est pas de voir ça. Parce que voir ça, ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais on n'a pas encore eu le déclic. On n'a pas encore eu la petite étincelle qui nous disait « Je mérite de m'en sortir. Je mérite de m'en sortir. Cette situation-là que je traverse, elle ne me définit pas. Elle ne définit pas la personne que je suis. Elle définit d'anciennes croyances, d'anciennes choses que je pensais sur moi. Et elle définit l'amour que je me porte. Parce que c'est vraiment ça au final. C'est qu'une question de ça. Et quand on nous parle de nous aimer, c'est ça. Mais très fortement. Vraiment très fortement. Et il faut beaucoup de courage.
Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans le côté de la relation d'aide? Parce que là, c'est nous qui demandons de l'aide. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des gens comme ça? Parce que c'est pas facile non plus hein, d'être ami ou d'être même thérapeute et qu'on voit des personnes comme ça qui tapent, et on se dit putain, c'est pas possible, quand est-ce qu'elle va comprendre? Des fois, on a de la violence hein, parce qu'on se dit, ben, il est con ou quoi? Réfléchir et agir, quelque chose. Et c'est pas facile. Et là encore, ça demande de l'observation. De l'observation et de l'acceptation. L'acceptation des gens comme ils sont, de l'acceptation de la vie comme elle est, c'est-à-dire du fait qu'à un moment donné, ben oui, parfois on a besoin de ce processus qui prend le temps qu'il doit prendre. On peut pas juger le temps que ça doit prendre. Parfois c'est plus rapide que d'autres à des moments. Et puis dans une vie, il y a des fois où ça va passer très vite et puis d'autres fois où vous allez bloquer sur un truc mais pendant 1000 ans et vous allez vous dire mais putain, mais j'en peux plus, mais je me déteste. C'est horrible. Et c'est là qu'il faut lâcher prise, parce que c'est là qu'on entend les vraies réponses et c'est là qu'on peut agir. Mais tant qu'on reste accroché à nos croyances, tant qu'on reste accroché à tout ça, il peut rien se passer. Et quand on est dans la relation d'aide, moi je vous disais, je suis passée par une phase très égotique. Maintenant, mon ego est beaucoup mieux placé. D'ailleurs, je reste intimement convaincue que c'est pour ça que j'ai été autorisée à en faire mon métier, parce que d'une certaine façon j'avais compris cette notion d'ego et du fait que on a tous les mêmes processus. Et là je vous le dis très amicalement, parce que quand moi vous venez me voir et que des fois ça m'arrive, je vois que ça percute pas, que ce que je dis ça prend pas, ça accroche pas. Avant je l'aurais pris pour moi, maintenant je le prends plus pour moi. Je m'en fiche parce qu'en fait moi la vie des gens, ça peut vous paraître dur mais ça m'empêche pas de dormir. Moi, quand les gens sont bloqués dans leur situation, ça m'empêche pas de dormir. Je me dis, ah mince, bah ouais, faut que ça tape encore un petit peu, quoi. Et comme avec mon fils, c'est de se dire, quand on est dans l'amour inconditionnel avec les gens, la seule chose qu'on peut leur offrir, c'est d'une, le non-jugement, ce qui est super précieux, hein, parce que sur cette planète, le jugement, il est quand même très fort. Surtout dans des situations comme ça, où... instinctivement on va se dire oui mais si elle se retrouve dans cette situation elle a qu'à aller travailler ou elle a qu'à faire ça, parce qu'on est toujours plein de solutions, je veux dire voilà, sauf que des fois les situations elles sont plus compliquées que ça en fait. Et puis c'est aussi savoir reconnaître que parfois quand les gens sont dans cet état, en fait ce qu'ils veulent c'est pas des solutions, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est être écoutés. Juste. Parce qu'ils en ont marre. Et qu'ils ont juste besoin, des fois, de le dire. J'en ai marre de ma situation. Je suis bloquée, c'est lourd, c'est fatigant. Voilà. Et c'est pas facile. Quand on est amis, par exemple, c'est pas facile parce que ça peut nous fatiguer. On peut avoir cette sensation que ça nous prend de l'énergie. Là, moi, où j'ai plus la sensation que ça me prend de l'énergie, c'est que je vais toujours aller regarder ce que je suis en capacité d'entendre ou non. Et j'ai toujours un moment, quand je sais que j'ai un ami ou une amie qui est dans cette période, une phase de me dire, déjà, en premier, de me dire, n'oublie pas que c'est pas de l'aide qu'elle veut. C'est pas de l'aide qu'elle veut, elle veut de l'écoute. Et alors, c'est à moi de juger à l'intérieur de moi ce que je suis capable de donner en termes d'écoute ou non. Des fois, on n'est pas capable. Des fois, on n'est pas capable parce que ça fait miroir avec nous. Et que quand on est soi-même dans une situation difficile et qu'on se booste tous les jours de notre vie pour essayer de sortir les doigts et qu'on est face à une personne qui ne le fait pas, ça peut nous crisper en mode ouais mais aussi là vas-y quoi. En même temps on peut pas juger le courage que la personne elle a dans l'instant, parce que des fois soi-même on n'en a pas pour nous en fait du courage. Donc si je suis pas en capacité, je vais le dire, et dans ces cas-là voilà. Ou alors je suis en capacité de me mettre en retrait et de me dire ok, t'as juste besoin de mon écoute, vas-y je te la donne en fait. Parce que moi ça me coûte rien d'écouter. Je vais t'écouter, toi tu te sentiras peut-être mieux à la fin de la conversation. Parfois on se sent pas mieux, hein, ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Parfois on parle. Moi ça m'est arrivé, ça alors c'est du vécu. Et puis de me dire en fait tu te sens encore plus frustré à la fin de la conversation parce qu'au final t'as tourné en rond, que te confier sur la situation ça t'aide même plus parce que ce qui t'aiderait c'est des solutions. Et là encore, il faut avoir une grande honnêteté envers soi-même pour se dire en fait j'ai pas besoin de parler. Et maintenant je sais que moi personnellement je coupe en fait. Quand ça m'arrive d'être dans ces périodes là,
où je sens que j'ai beau parler, il n'y a rien qui se passe, et ben j'arrête de me confier. En fait, de moi-même, j'arrête de le faire. Parce que je me dis, ça sert à rien. Je suis en train de polluer les gens, alors que, bon, ils ont aussi leurs problèmes. Et puis en plus, ça ne m'apporte pas de bien. Donc, toutes ces situations, si vous regardez le prisme à chaque fois, c'est une observation de la situation et une observation de soi. Qu'est-ce que je suis en capacité de donner? Qu'est-ce que je suis pas en capacité de donner? Je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Et s'il y a des thérapeutes qui me regardent, je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet. Ce qui est pénible, ce qui peut être pénible quand on est thérapeute, c'est que les gens, ils viennent toujours nous chercher en fait. Et très souvent, ils se demandent pas si nous on a des problèmes aussi, si c'est opportun, si c'est au bon moment. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des messages à 23h par exemple. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, ben, c'est bizarre quand même ». Parce qu'on le fait pas, moi-même je le fais pas avec les thérapeutes que je connais, mais bref, c'est pas grave. Des fois, on a besoin d'aide. Et on réfléchit pas parce qu'on est tellement dans notre désespoir que paf, ça sort tout seul. Et du coup, voilà, on se dit ah, il me faut une solution et on réfléchit pas. Alors que dans d'autres circonstances, on réfléchirait. C'est pas grave. Et parfois, ça peut être crispant de toujours être cherché comme ça. Puis ça nourrit notre ego en plus. Pas, voilà, donc. Et puis à un moment donné, moi mes guides ils m'ont dit, mais on comprend pas trop en fait Morgane, pourquoi tu le vis mal en fait, parce que c'est ton essence en fait d'aider les gens. Donc tu sais que de toute façon, quelles que soient les situations, qu'elles soient professionnelles, pas professionnelles, les gens ils vont venir te demander. Je me suis dit, c'est pas bête, effectivement. Et là ils m'ont montré qu'en fait c'était pas le problème, les gens n'étaient pas le problème. Le problème c'était moi ce que j'autorisais ou pas. Parce que quand je reçois un message à 23h, est-ce que je suis obligée de le lire? Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas obligée de le lire. Je le lirai demain matin. Et je répondrai quand je ressentirai que c'est le moment de répondre, en fait. Et depuis que je fais ça, bah je n'ai plus de problème. Je n'ai plus de problème. C'est-à-dire que je réponds quand je ressens que c'est le moment, quand je m'en sens capable, quand c'est le moment approprié. Et je suis plus dans cette espèce de truc de ah oui mais du coup les gens ils ont besoin donc il faut que je réponde. Ben non, c'est faux. Parce qu'en plus dans la relation d'aide, combien de fois vous avez pu expérimenter vous-même de vous dire oh sur le moment on a besoin. Puis des fois on arrive à se retenir de demander de l'aide et bim on a notre réponse. Combien de fois ça arrive ça? Et au final on se rend compte que le message qu'on allait envoyer, ben, on n'a même plus besoin de l'envoyer parce que finalement on a eu la réponse soi-même à l'intérieur de soi. Ça arrive plein de fois ça aussi. Donc tout ça, et quel que soit le côté duquel on se place, et dans la vie tout est interchangeable, hein, on peut, même les thérapeutes ont besoin d'aide, enfin je veux dire, voilà, l'aide c'est tout le temps, partout, avec tout, même avec nos enfants. Et c'est en ça, je crois, que on a cette carte, moi je reprends toujours la carte dans le jeu d'Eric, parce que c'est ça, c'est aider celui qui demande à être aidé. Ben oui, parce que on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie de voir. Ah, c'est impossible. Par rapport tout par la fenêtre, vous pourrez le dire gentiment, pas gentiment, avec des appuis de connaissances théoriques, sans appui de connaissances théoriques. Voilà. Et puis, il y a aussi cette notion de rien prendre personnellement. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une guidance ou que ce soit dans le cadre de ma vie privée, il n'y a aucune obligation de m'écouter. Si ça résonne pas, parfois c'est parce que moi je vais le dire, ça va pas résonner. Puis ça va résonner parce qu'il y a machin chouette qui a dit les choses autrement, et là tout d'un coup, pouf, il y a un truc qui fait lien. Et on n'a aucune maîtrise là-dessus. Ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie d'entendre des choses, de pas percuter sur le moment et de percuter 3 jours après, 6 mois après parfois, et de me dire oh purée, c'est ça qu'elle a voulu me dire. Et ben je pars du principe que si moi je le vis, ça marche de la même manière avec moi. Donc quand moi je dis quelque chose, j'ai planté un truc. Ça germe pas, je suis pas responsable de ça moi. Au même titre que quand les gens viennent me demander quelque chose, dans ma vie privée comme dans ma vie personnelle, ne posez jamais de questions dont vous n'êtes pas capable d'entendre les réponses. Et les réponses sont pas toujours plaisantes. Mais c'est toujours un miroir. Quand je suis dans cette maison et que voilà, je peux pas donner un bain à mon fils, j'ai pas d'eau chaude, et que je vais voir ma propriétaire et que je lui demande, que je suis là, je pleure, hein, très concrètement je pleure, et qu'elle me dit très abrupte
Mais vraiment, ça l'a fait vriller, parce que je pense il y avait une partie d'elle qui était pas non plus très alignée, et à ce moment-là, ça l'a fait vriller, elle s'est mise à hurler sur moi, et elle me dit « Bah, vous avez qu'à vous bouger le cul pour vous trouver une meilleure maison. » Elle est super violente avec moi. Quand je vis ce truc, je m'effondre encore plus, et je me dis « Waouh, c'est violent. » Mais il y avait une part de vérité dans ce qu'elle m'a dit. Et ça a été dur à réceptionner. Mais il y avait une part de vérité dans ce qu'elle m'a dit. Il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on nous dit, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Soit ça va venir faire écho à quelque chose, soit, comme je l'ai vécu aussi parfois on demande de l'aide, et on a une intuition. On sait quand même à l'intérieur de nous, mais on veut des confirmations, parce que ça on veut toujours des confirmations. Et là, on va avoir un conseil, mais alors complètement différent de notre intuition. Parfois, c'est précisément pour assurer notre confiance en nous. Et se dire, non mais moi je reçois ça, mais... Et ça nous permet de doser à l'intérieur de nous et de se dire, non, ce que je ressens, c'est bien ça en fait. Donc je vais pas écouter la personne. Et toutes ces choses-là, toutes ces situations que je vous décris, c'est autant de miroirs de situations qui nous permettent à chaque fois l'observation et le discernement. Et qui sont fondamentales. Et qui sont très importantes en ce moment. Vraiment. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose autour de la relation d'aide qui travaille en ce moment, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Quand je demande de l'aide, et quand quelqu'un vient me demander de l'aide, ou justement n'est pas dans cette écoute d'aide, parce que des fois c'est ça, et de se dire, mais je t'ai dit tout ce qu'il fallait faire là. Parce que des fois, quand on est dans cette situation, ça m'est arrivé, quand j'étais dans cet ego un peu, je pensais souvent que les gens c'était des freins. Mais hyper souvent. Et je me disais, mais c'est pas possible, les gens sont lents, mais c'est ignoble, et je comprends pas, et il y avait... j'étais pas en phase niveau vitesse, vous voyez, il y avait un espèce de truc qui allait jamais. Et bon, alors la vie s'est bien chargée de me calmer les nerfs sur ce sujet, parce que, effectivement, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est juste qu'on va tous à notre rythme, et qu'il est très différent les uns pour les autres, et que parfois, on a besoin de plus de temps, en fait. Et que ce temps, il est toujours bénéfique parce qu'il nous fait déconstruire des choses, et y compris nous dans la relation d'aide. C'est-à-dire de comprendre aussi qu'il y a une variété de personnes qui fonctionnent différemment, qu'au final, ce que je comprenais pas chez les uns, je finis parfois moi-même par le vivre, et par me dire « Ah ouais, d'accord, mais ouais, en fait, on peut rester bloqué longtemps sur un truc, c'est ouf. » Et ce moment où on est bloqué, personne ne peut décider de quand il va se débloquer. Parce qu'il n'y a pas de clé, il y a pas de... Vous ne trouverez pas de rituel, de truc. Moi, quand j'étais dans cette maison, j'en ai fait des rituels, j'en ai fait des prières, j'en ai fait des trucs. Non pas que ça n'a rien fait, parce que toutes mes prières ont été entendues. Et Dieu seul sait que dans cette période, c'est sans nul doute la période où j'ai reçu le plus d'aide de toute ma vie, quelles que soient les formes. Vraiment. Donc nos prières, elles sont toujours entendues. Mais il fallait que je règle à l'intérieur de moi la partie de Morgane qui s'attendait à être sauvée. Qui s'attendait... J'attendais pas un homme, mais c'est l'idée du prince charmant, quoi. La princesse en détresse, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui solutionne tout comme par miracle. Et en fait, moi, j'ai rien à faire. Je suis waouh, on m'a sauvée, quoi. Et tout ça, ça va même plus loin, parce que ça vient vraiment questionner même des questions de légitimité. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai exprimé ma reconnaissance par rapport aux dons que vous me faites ces derniers temps, et encore une fois, un grand merci. Et moi, j'ai mis du temps à installer les dons. J'ai mis du temps parce que pour moi, c'était difficile comme démarche. Alors que pourtant, j'ai pas de mal dans ma vie à donner des vêtements, donner des jeux pour enfants. Moi, je vends jamais rien, je donne. Voilà, parce que j'ai beaucoup reçu de cette manière-là, donc je trouve que c'est un cycle que je dois continuer de nourrir.
Et puis parce que, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Mais cette notion-là, je n'arrive pas à la transposer sur l'argent. Donc j'ai mis du temps à installer ça. Et puis parce que je l'ai entendu beaucoup en guidance, si, fais-le, machin. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que il y avait quelque chose en moi qui était pas aligné, parce qu'il y avait une croyance à l'intérieur de moi qui me disait ouais, mais c'est de l'argent que t'as pas mérité. C'est de l'argent que t'as pas mérité, cet argent. C'est du don, c'est pas de l'argent mérité. Et tout en me disant ça, je me disais mais c'est bizarre que tu penses comme ça, parce que au final, moi dans ma manière de faire, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je fonctionne comme ça. Quand vous avez des questions, des machins, des trucs, voilà, si c'est pas dans le cadre d'une guidance, peu importe, je veux dire, voilà, je vais y répondre de la même manière, ou je suis pas à regarder toutes ces choses-là. Donc ce qui fait que dans ma vie, je donne énormément de mon temps sans être rétribuée financièrement de le faire. Et je le fais, c'est aligné chez moi, ça, c'est ok. Parce que la vie m'a montré que effectivement, bah oui, des fois, je passe du temps comme ça à répondre, c'est gratuit entre guillemets, et pour autant je vais recevoir mais d'une autre manière. Donc du coup les dons ils rentrent pleinement dans cette logique. Et pourtant j'avais cette croyance que c'était pas légitime. Et c'est pleinement dans cet ordre de la relation d'aide, du don, du recevoir, et de cette espèce de truc à l'intérieur de nous qui se fixe des règles qui n'en sont pas au final. Et qui demandent vraiment une honnêteté pure et simple. Alors oui, effectivement, ça peut paraître malhonnête si au final, j'ai pas cette impression de travailler. Or, c'est mon travail au quotidien, je veux dire, véritablement. Et là, il y a un truc qui s'est pacifié à l'intérieur de moi et qui m'a fait dire, bah si, en fait. Et c'est très drôle parce qu'il y a une des personnes qui m'a fait un des derniers dons que j'ai reçus. Et d'ailleurs, non, c'est même pas... c'est quelque chose que j'ai déjà entendu de gens qui me donnaient, qui me disaient « mais tu donnes beaucoup ». Donc du coup, voilà, c'est normal. Donc vous voyez, les gens avaient capté un truc que même moi, j'avais pas encore aligné à l'intérieur de moi-même. Et tout ça, je crois que c'est à l'œuvre en ce moment. Alors encore une fois, peut-être parce que on est dans une période compliquée au niveau du collectif. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus besoin d'aide que d'habitude? J'en sais rien. Mais... ça me paraissait... je sais pas, j'ai vraiment été appelée à vous parler de ça ce matin, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je sais pas à qui ça servira, mais il y a sûrement un sens. Ça parlera sûrement pas à tout le monde non plus, mais peu importe. Cette vidéo, elle ira trouver les gens qu'elle est censée trouver, comme d'habitude. Et du coup, voilà. Donc, à chaque blocage, juste observer où il y a résistance. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre ou pas envie de voir? Qu'est-ce qui est trop compliqué à remettre en question? Sans jugement. Sans jugement. Et si vous êtes parent, on chute quand on est parent. On fait ce qu'on peut quotidiennement. Alors oui, c'est sûr que si on met nos enfants en difficulté, dans des situations pas cool, on peut mettre un jugement sur le fait que c'est pas bien. On peut. Mais c'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir conscience de ce que vous faites et de le modifier. Moi, il n'y a pas un jour de ma vie, cette période-là, ce que je me dis toujours, la période où j'ai ressenti la honte que je vous exprimais tout à l'heure, elle est gravée dans ma tête et dans mon cœur. Mais gravée à un niveau, vous savez pas. Je vous le dis, jamais je n'oublierai ce sentiment. Mais je me flagelle pas avec. C'est juste un mémo dans ma tête qui me permet de ne jamais, je touche du bois, de ne jamais retomber aussi bas. C'est un mémo dans ma tête qui est là pour me dire ça, c'est le pire de la vie. C'est le pire de ce que tu t'es souhaité dans la vie. Maintenant, on va aller vers le meilleur. Parce que c'est ce qu'on mérite. Caleb, moi, c'est ce qu'on mérite. Et c'est juste et c'est aligné. Et tous les jours, je fais une action, une mini-action. Il y a des jours où j'y arrive pas. Il y a des jours où je me dis, oh, t'es une merde, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça.
Voilà. Mais tous les parents font ça. Mais je reste pas bloquée dans ce sentiment. Tous les jours de ma vie, je fais un petit truc pour me dire ma situation elle s'améliore, ça va ça, Caleb il subit plus ça parce que j'ai plus envie qu'il le subisse. Est-ce que ça a eu un impact sur lui? Bien évidemment. On peut pas vivre ce genre de situation sans que c'est d'impact. Par contre, je me suis jurée que pour le restant de ses jours, il aurait plus à subir certaines choses. Et c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Le jugement, il vous aide pas dans votre situation. La culpabilité, la honte, c'est des émotions, c'est des sentiments qui sont là pour vous indiquer quelque chose. Et une fois que vous avez trouvé le sens, on pardonne et on y va en fait. On pardonne et on avance. Parce que sinon c'est juste enfermant. Et c'est ça qui va vous mettre dans la boucle. C'est ça qui va vous laisser dans ce cycle où de toute façon vous continuerez de vous punir. Vous continuerez de vous punir. Mais vous punirez personne d'autre que vous. Et vos enfants, bien évidemment, si vous en avez. Et c'est pas ça qui leur apprendra les choses. Moi, j'aime à me dire que ce que j'aurais appris à mon fils dans ces circonstances, c'est ok, on peut à des moments vivre des trucs vraiment pas cool. On peut. Mais on peut rebondir dans ces trucs pas cool. Et c'est ce que j'espère qu'il retiendra de ces expériences. C'est de se dire à un moment donné, waouh, c'était chaud ce qu'on vivait. C'était chaud. C'était chaud de pas pouvoir manger, de pas pouvoir finir ses fins de mois, c'était chaud. Mais, on rebondit. Et c'est ce que je me dis tout le temps. Et c'est ce vers quoi je tends. Et je vois beaucoup de gens là qui sont dans des logiques d'auto-entrepreneuriat. Moi, je sais que l'auto-entrepreneuriat n'est pas arrivé par hasard dans ma vie. Parce que pareil, ça venait m'enseigner quelque chose sur l'argent, sur la notion d'abondance, sur la notion d'instabilité aussi. Moi qui avais des grands besoins de sécurité très forts, bah, c'est venu travailler très fort. Et ça vient travailler très fort. Mais c'est beaucoup mieux qu'il fut un temps. Il n'y a pas photo. À partir du moment où on amorce des petits pas, je vous le dis depuis le début, mais parce que je l'ai trop expérimenté. À partir du moment où vous faites des petits pas, il y a des choses qui se passent. Et ça a été miraculeux. Miraculeux à partir du moment où j'ai pris des décisions pour moi dans la situation où j'étais dans cette maison. Et la première décision, ça a été effectivement de partir de la maison et de faire ce qu'il fallait, mais ça a été aussi la séparation parce que les choses elles étaient liées. Il s'est passé des miracles. Il s'est passé des miracles. Il s'est vraiment passé des miracles. J'ai quand même derrière été accueillie dans une maison pendant 10 mois parce que j'ai un ami qui a pu m'héberger, moi et mon fils. Je me suis pas retrouvée dans un studio, tout petit. Non, je me suis retrouvée dans une maison avec jardin. Pendant 10 mois. Et qui était bien mieux que la maison dans laquelle j'étais. Et aujourd'hui, je suis dans un appartement, j'ai beaucoup d'espace. C'est très lumineux. J'ai beaucoup d'espace, donc je suis peut-être en appartement, mais je ne suis pas encore une fois dans un appartement tout petit, comme certains peuvent expérimenter. Donc cette chance, elle est restée, même si mon environnement, il n'est pas parfait et que je l'aime pas. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce que j'ai été honnête envers moi-même. Parce que j'ai été honnête envers moi-même et qu'à un moment donné, j'ai su prendre les bonnes décisions pour moi. Je vous l'ai déjà dit, moi, la séparation, je la voulais pas. Parce que ce que je craignais le plus sur Terre, j'ai des craintes bizarres, mais ce que je craignais le plus sur Terre, c'était de me retrouver maman célibataire. Parce que ça faisait trop écho à ma mère, ça faisait trop écho à mon histoire. Et je me disais, je veux pas. J'étais prête au fin fond de moi-même à signer pour une vie de malheur plutôt que de vivre ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que... Ah oui, bah non. Et j'ai été ce vers quoi j'avais le plus peur. J'ai affronté une peur. Et bien, quand vous affrontez des peurs, quand vous faites des petits pas envers l'amour de vous, il se passe des miracles. Et vos prières, elles sont entendues. Même si sur le moment, vous n'en avez pas conscience. Même si sur le moment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce truc-là, vous êtes face à ce miroir-là. Et ça fait mal.
Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Il fait terriblement mal ce miroir. Mais il est terriblement nécessaire. Parce que c'est lui qui va tout vous donner. C'est lui qui vous donnera la clé de la prison dans laquelle vous êtes. Et c'est super précieux. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que 45 minutes c'est très long. Mais je sais pas. J'espère vraiment que cette vidéo et ces partages ils vous aideront dans vos situations. Je vous embrasse très fort. Et vraiment, l'honnêteté envers soi, tout ça, ça paye, mais tellement. Et je parle pas d'argent là, je parle vraiment de factuellement, même de l'aide. Si vous avez besoin d'aide dans votre vie, c'est ça le chemin. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée.